Bonjour, nous allons poursuivre notre formation ISTQB testeur certifié niveau fondation avec la section de tester pendant le cycle de vie du développement logiciel. Et donc, les objectifs d'apprentissage dans cette partie sont au nombre de 4. Nous avons les modèles de développement logiciel, les niveaux de test, les types de tests et les tests de maintenance. Bon, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les modèles de développement logiciel. Donc, il s'agit pour vous, en tant que candidat à la certification ISTQB, de pouvoir expliquer les relations entre les activités de développement logiciel et les activités de test, d'une part, et d'autre part, de pouvoir identifier les raisons qui font que le développement logiciel doit être adapté au contexte. Nous allons voir ça. Donc déjà, c'est quoi un modèle de cycle de vie de développement logiciel? C'est important pour vous en tant que testeur de pouvoir comprendre en fait le modèle de développement logiciel qui est utilisé dans le cadre d'un projet pour pouvoir apporter votre expertise de test de manière adaptée et de manière appropriée. Donc, un modèle de cycle de développement logiciel, c'est quoi? C'est le processus qui va permettre de réaliser le produit final, donc qui est un logiciel. Donc, c'est un processus qui va décrire en gros les étapes d'un projet de développement. Je vous donne un exemple comme ça, de manière globale. On va généralement déterminer les besoins, d'accord, par rapport au logiciel. On va créer des spécifications. D'accord? On va créer le design du logiciel, on va le programmer, on va le tester et on va le mettre à disposition. Par exemple, ce sont des étapes de manière globale ici. Et donc, dans chacune de ces étapes, il y a des activités. D'accord? Parce que au niveau du développement, du développement, donc de l'écriture du code, même du logiciel, voilà, il va y avoir des activités de codage, de fixation de bugs au niveau unitaire ou au niveau des composantes, par exemple. Ça sont des activités. Et il y a dans un modèle de cycle de vie de développement logiciel, va aussi décrire les liens logiques et chronologiques qu'il y a entre les différentes activités. C'est-à-dire, il y a probablement des activités qui dépendent d'autres, qui ne peuvent pas se faire avant certaines activités. Okay? Et il y a certaines activités qui ne peuvent se faire qu'à un certain moment. Vous voyez, par exemple, des activités de test ne peuvent se faire à partir du moment où on a par exemple les exigences, disons, les besoins des utilisateurs finaux de ce logiciel lorsque ces derniers sont déjà disponibles éventuellement dans un cahier de charge. Okay? Donc, maintenant, il y a des bonnes pratiques. Lorsque on développe un logiciel. Et parmi ces bonnes pratiques, il y a pour chaque activité de développement, il nous faut une activité de test correspondante. Donc, ça permet de vérifier que ce qu'on a fait est correct. Okay? Pour chaque niveau de test, on peut avoir au niveau des composants, on peut avoir au niveau de l'intégration des différentes composantes de logiciel, etc. Donc, ce sont des niveaux de test. On va les voir en détail dans la suite. Pour chaque niveau de test, il y a des objectifs de test qui sont spécifiques. Il y aura une manière de tester. Si je veux tester tout le système, ce n'est pas la même chose que lorsque je veux tester un module du système. Vous comprenez? Voilà. Donc voilà pourquoi il y a des objectifs de test différents. Nous allons voir cela aussi plus en détail. Et maintenant, l'analyse et la conception des tests, on l'a vu dans le processus global de test. Au niveau de l'analyse et de la conception des tests, au niveau de l'analyse, on déterminait les conditions de test. Au niveau de la conception, on peut concevoir les cas de test. Donc, cela, on va le faire à chaque niveau, au niveau des activités de développement. D'accord? Au cours de chacune des activités de développement, on va voir des activités correspondantes de test. Okay? Maintenant, les testeurs participent aux discussions. Pourquoi? Mais si les testeurs participent aux discussions, ils vont permettre de raffiner les exigences. Ils vont permettre de vérifier si ce qu'on va implémenter est testable, par exemple. Oui, parce que si on ne peut pas le tester, on ne pourra pas prouver que c'est correct, on ne pourra pas évaluer sa qualité.
Donc, les testeurs vont y participer. Ils vont pouvoir amener leur expertise au travers des différents échanges avec les différents corps de métier qui sont aussi impliqués, d'accord, dans le développement logiciel. Donc, que ce soit des produits, des analystes de produits et bien d'autres. D'accord. Ensuite, on a les testeurs aussi, vont être impliqués dans la revue des produits d'activité. On a vu que le testeur devrait être impliqué le plus tôt possible. Donc, les produits d'activité, par exemple, les exigences, si le testeur a la possibilité, d'accord, d'avoir accès, il pourra déjà voir des omissions, il pourra voir peut-être des confusions, des expressions qui ne sont pas claires, qu'il y a des ambiguïtés, il y a peut-être des manquements, etc. D'accord? Donc, dès qu'on a les premiers produits, pas forcément les versions finales de ces exigences-là, eh bien, on peut déjà les mettre à disposition donc des testeurs. Ensuite, donc les activités de test devraient commencer le plus tôt possible. Je pense que jusqu'alors, on a vu que c'est aussi un principe fondamental du test, d'accord? Commencer le test plus tôt va nous permettre de gagner en temps, en argent, en ressources et etc. Très bien. Donc, c'est ce qui concerne les bonnes pratiques. Adoptez-les dans votre projet et vous verrez des meilleurs résultats en termes de testing. Maintenant, il y a des catégories de modèles de développement logiciel. On les classe en deux familles, deux grandes familles principalement. On va voir les modèles dits séquentiels et les modèles dits itératifs. Bon, les modèles séquentiels, c'est-à-dire que les activités de développement, d'accord, les activités de développement sont organisées linéairement, d'accord, et chronologiquement les unes après les autres. Vous voyez? Donc, généralement, dans ce genre de méthode, on aura besoin de beaucoup de temps avant de livrer la première version du produit. Notamment, c'est la méthode, une des méthodes dites en cascade et l'autre en V, en cycle V. Et on a aussi l'autre modèle, c'est celui qui est itératif et incrémental. Dans ces cas-là, généralement, le logiciel est développé en morceaux. C'est-à-dire, on va prendre un morceau, une partie des fonctionnalités qu'on aimerait dans notre produit final. On va les implémenter, on va les spécifier, on va les analyser, on va les concevoir, on va les implémenter, on va les tester et on va les livrer au fur et à mesure. Notre produit va grossir avec le temps. Et il y a des méthodes comme le Rational Unified Process, Scrum, le Kanban, et aussi la méthode en spirale. Bien, regardons maintenant en détail chacune de ces méthodes de manière beaucoup plus spécifique. Bon, dans le modèle en cascade, vous voyez ici par exemple, on a d'abord les exigences, d'accord, où on va recueillir les expressions des besoins des utilisateurs finaux. Ensuite, on va faire une analyse et ces besoins vont être exprimés dans ce qu'on appelle un cahier de charge qui va être beaucoup plus compréhensible par l'équipe du projet, d'accord, par les développeurs, par les architectes du logiciel. Maintenant, les architectes vont concevoir donc le logiciel, d'accord, la structure, les modèles, ils vont le spécifier et ensuite les développeurs vont pouvoir le mettre en œuvre. Ils vont pouvoir le programmer. Donc ici, mise en œuvre sur le développement concret à partir des langages de programmation, sur des outils de développement logiciel, de compilateurs, etc. Et maintenant, il y aura du test. D'accord? Il y aura du test à partir de ce moment. Donc, ce qu'on appelle ici, par exemple, la validation. D'accord? On va valider. Donc, les activités de développement ici sont réalisées l'une après l'autre. Vous voyez? Et à la fin, bien sûr, ici, on a la mise en service. Vous voyez ici que l'activité de test commence quasiment à la fin des autres activités de développement. Sur le point de vue théorique, il n'y a pas ces feedbacks, vous voyez, ces retours. Mais il est recommandé de les avoir. Que l'activité de développement suivante puisse faire un retour à l'activité précédente. D'accord? Au moins. Donc, c'est la méthode en cascade. Ici, a bien sûr sa place dans certains domaines d'activité où généralement on veut connaître toutes les spécifications à l'avance, on veut les livrer toutes en même temps. Vous voyez, et là ça prend des mois, voire des années. D'accord? Et bien sûr, il y a des désavantages parce que si on veut faire des modifications, par exemple, ça peut ne pas être évident. D'accord? Parce que les activités de test aussi commencent seulement à la fin. Alors que si on a la possibilité déjà d'inclure le testeur au niveau des exigences, eh bien, il va déjà faire un retour. Ok, bien.
procédons à la méthode suivante, donc qui est la méthode en V, donc qui est aussi une méthode séquentielle. Mais vous voyez que dans ce cas, d'accord, vous voyez, les activités de développement ici ont en parallèle une activité de test. D'accord? Et vous voyez qu'à chaque niveau ici, donc ça sont des niveaux, d'accord, des développements aussi, des niveaux de test. Vous voyez ici, on a, ça c'est le développement, ça c'est la conception détaillée, on a les modules ici, ça c'est la mise en œuvre, on a les modules du logiciel qui sont ici. Vous voyez qu'à côté des modules de logiciel, il y a les tests unitaires, ou bien on dit les tests de composants. Ici, à ce niveau. Donc, vous voyez, ça peut se faire en parallèle ici. Vous avez la conception générale ici avec les tests d'intégration. Vous avez l'analyse avec les tests système et vous avez les exigences, d'accord, avec les tests de validation, généralement comme dit ici, les tests d'acceptation, d'accord, qui permettent de valider que l'utilisateur final, oui, accepte d'utiliser le logiciel. Vous voyez, et ça c'est très important. Ici, vous avez les différents métiers, les personnes impliquées. Donc, vous voyez, ici, il y a, contrairement au modèle en cascade, le modèle en V intègre déjà le processus de test tout au long du processus de développement. Donc ici, on a le principe de tester tout qui est intégré directement. Et ça, c'est super. Maintenant, voyons, on va aller sur les méthodes en itérative. On a le modèle Rational Unified Process, le RUP, d'accord? Et ici, dans ce cas, ou en français processus unifié, ici vous avez des itérations, c'est-à-dire des itérations, c'est-à-dire c'est comme des cycles, d'accord? Et il y a différentes étapes ici. On a la création, on a l'élaboration, on a la construction et on a l'étape de transition. Et ici, vous voyez, vous avez des différentes activités ici. Vous avez au niveau de l'exigence, vous voyez que les exigences sont très... cette activité prend beaucoup de place au niveau de la création et de l'élaboration. Alors que l'analyse aussi s'étend sur une période beaucoup plus longue. Ici, on a le développement, donc la conception, plutôt la conception qui va jusqu'à... et qui s'étend aussi quasiment aussi long que l'analyse, et on a l'implémentation, vous voyez, qui est prépondérante ici, après, vers la fin de l'élaboration, et bien sûr, on a l'activité de test qui s'intègre déjà au niveau même de l'élaboration, etc., au niveau de la construction du produit, et même au niveau de la transition. Ok, très bien. Donc, ce que nous avons ici, c'est que ça va se faire en itération. L'itération, c'est-à-dire par incrément. Donc, les incréments, ce sont les fonctionnalités, d'accord, ou des caractéristiques donc, du logiciel qu'on va décider d'intégrer pendant une itération, pendant un cycle. Donc, généralement, dans ce cas, on a des itérations qui sont relativement longues. Dans le cas du modèle rationnel unifié Process, j'ai eu l'occasion de travailler dans un projet qui intégrait cette méthode-là. On a aussi les incréments qui sont proportionnellement importants. Nous allons voir dans la méthode suivante, donc qui est la méthode Scrum. Dans le cas de Scrum, les itérations sont beaucoup plus courtes. Généralement, on a 2 à 4 semaines. Et les incréments sont proportionnellement petits. Okay. Maintenant, la méthode Scrum, ici, on a chaque itération, on a des cycles, vous voyez ici, les cycles ici, ok, vous avez des cycles ici, et au niveau donc de chaque cycle, on va décider de l'incrément. Ici, il y a un carnet ici qu'on appelle le backlog du script. Il y a un carnet, en fait, les cycles s'appellent aussi sprint dans le cas du Scrum. Donc, vous avez un carnet ici de fonctionnalités, d'accord, qui va être implémenté au cours d'un cycle. Et ici, vous avez le carnet du produit, de tout le produit, ce qu'on aimerait avoir dans le produit. Mais ça peut changer, ça peut être modifié, ça peut être revu, etc., tout au long du projet. Donc ici, ça va être implémenté pendant le cycle. Et pendant un cycle, pendant un sprint, chaque jour, donc ici, vous voyez, chaque 24 heures, chaque jour, nous avons
ce qu'on appelle un stand-up meeting, une réunion quotidienne de maximum 15 minutes, d'accord? Une mêlée quotidienne. On dit mêlée, c'est parce que le mot pour Scrum vient de là. Mêlée comme au rugby. Et maintenant, à la fin du cycle, on a un produit partiel qui est potentiellement utilisable. Généralement, il doit être utilisable. J'ai travaillé pendant 7 ans en tant que testeur dans un projet où on implémentait le Scrum. Voilà. Et ici, l'activité de testing est régulière parce que au fur et à mesure que le produit augmente, on veut se rassurer que les nouvelles fonctionnalités, leur ajout, ne va pas en fait amener des effets négatifs sur des fonctionnalités existantes. Voilà pourquoi ce qu'on appelle les tests de régression, ça faisait partie des tests que moi je mettais en place en tant que testeur automatique dans l'automatisation de tests. Donc les tests de régression vont aussi devenir de plus en plus importants parce qu'ils nous permettent de nous rassurer que les incréments, les rajouts de fonctionnalités ne causent pas le mauvais fonctionnement des fonctionnalités déjà existantes. Et on avait aussi des tests manuels, d'autres types de tests qui se produisaient quasiment en parallèle. Donc, dès qu'une fonctionnalité était définie, spécifiée, implémentée, validée, et à partir de ce moment, on faisait des tests. Lorsque tout était validé, et bien, à la fin du cycle, on avait un produit fonctionnel. C'était important d'avoir un produit fonctionnel. C'est aussi important que les développeurs puissent corriger un certain nombre de bugs importants. Des fois, on avait des cycles, tout simplement des cycles de fixation des bugs lorsque la base de bugs était à un niveau élevé. Oui. Donc, les modèles school, aujourd'hui, les projets agiles sont aussi nombreux que les projets qui sont développés avec des méthodes un peu plus classiques qu'on a vues auparavant. Hormis le Scrum, on a d'autres méthodes comme le Kanban. Voilà. J'ai aussi eu l'occasion d'utiliser le Kanban, notamment dans la gestion des tâches qu'on avait au niveau de l'équipe de test. Mais on peut aussi l'utiliser dans le développement d'un logiciel. D'accord? Il permet de mettre en œuvre aussi avec des itérations de durée fixe ou non. D'accord? Ils peuvent être livrés à la fin, juste une seule caractéristique améliorée ou bien aussi un groupe de caractéristiques à la fois. D'accord? Donc l'itération de durée fixe ou non et les incréments sont proportionnellement petits ou grands. Dans le cas du Kanban ici, vous voyez, on a encore le carnet du produit qu'on appelle ici le backlog. Et ici, vous avez le backlog. On va déterminer à partir du backlog les fonctionnalités, d'accord, qu'on veut implémenter. Ici, par exemple, on avait le FHI et là, on a déterminé un certain nombre de fonctionnalités à programmer, à tester ou à finaliser pendant une certaine itération. Vous voyez ici, il y a ce chiffre 2 qui détermine, qui spécifie que maximum, on peut avoir 2 tâches, d'accord, dans cette colonne. Ici, dans le développement maximal, 3 caractéristiques ou 3 fonctionnalités du logiciel peuvent être développées en parallèle. Et dans le testing, maximum 2 peuvent être dans ces colonnes. Et le déploiement en a 1 et terminé. Pourquoi? Ça permet de pousser, de ne pas avoir beaucoup de travail en cours sans pouvoir livrer. Donc voilà pourquoi, dès qu'on atteint une certaine limite selon les colonnes, eh ben, on va alors déployer notre énergie sur les autres colonnes pour faire avancer, d'accord, les fonctionnalités, leur état dans le processus Kanban. Donc on a ici la tâche D qui est déjà en cours de développement, qui est sûrement une fonctionnalité, et elle est déjà terminée, donc elle est prête à passer en testing. Mais comme on a déjà deux dans le testing, et ben, on ne pourra pas la faire passer en test jusqu'à ce qu'on ait passé en fait B en déploiement, etc. Et ensuite down. Voilà, donc ça c'est la méthode Kanban, très efficace, c'est très visuel, il suffit d'avoir un mur, vous mettez un grand papier et puis vous tracez les colonnes et là chaque matin vous vous retrouvez devant le Kanban, c'est visuel, c'est extraordinaire. Bien, maintenant nous avons aussi la méthode en spirale ou bien par prototypage. En fait, cette méthode c'est quasiment la méthode en V mais qui est faite par cycle.
Vous voyez? Parce que le but ici, c'est de réduire les risques. Donc, il y a toujours une étape d'identification des risques ici. Donc, vous voyez, et ça se fait toujours dans cet ordre, sans possibilité de retour. Donc, on va déterminer les objectifs, d'accord? Ensuite, on va identifier les risques et voir la possibilité de réduire ces risques. On va développer, on va tester et on va planifier l'itération suivante et on va le faire au fur et à mesure et on va voir, vous voyez ici, on a le prototype 1, prototype 2, jusqu'à avoir le prototype opérationnel. Maintenant, au niveau des cycles, c'est que le modèle en spirale suit le cycle répété. Et les incrémentations sont, vous voyez ici, en cascade, mais on va toujours suivre le même ordre. Très bien. Maintenant, nous avons ces différents modèles de cycle de vie de développement logiciel. Vous, en tant que testeur, vous avez une compréhension. Vous comprenez à quel moment, chronologiquement ou logiquement, se situent les activités de test et vous pouvez, dans une certaine mesure, les mettre en place, amener votre expertise de manière appropriée. Okay. C'est là que vous comprenez que le métier de test, c'est pas juste un métier, c'est pas un métier robotisé. Vous comprenez? C'est pas un métier où on arrive, bon voilà. D'ailleurs, on a un modèle, on a connu des modèles de cycle de développement logiciel. Et bien, lorsque vous arrivez dans un nouveau projet, il est important d'avoir une idée du modèle de développement qui est utilisé dans ce projet. C'est différent d'un projet à l'autre. Et dans certains projets, comme des projets IoT, d'accord, de l'Internet des objets, on peut même avoir des modèles qui sont combinés. Vous voyez, par exemple, pour développer éventuellement l'interface peut-être utilisateur, on peut avoir un modèle itératif, mais pour développer ce qui est back-office, back-end, par exemple, on peut avoir un modèle en V, par exemple. Et dans les systèmes de l'Internet des objets, l'Internet des objets, on a généralement quoi? On a généralement des capteurs, on a un logiciel qui va gérer, on a les services, et vous voyez que chacune de ces parties peut être en fait développée avec des modèles de cycle de vie différents. Et vous imaginez la complexité lorsqu'on veut gérer finalement à la fin des versions du système global. C'est challengeant. Mais vous, en tant que testeur, vous devez pouvoir vous positionner, vous devez pouvoir comprendre le modèle cycle de vie et vous intégrer comme il faut. Voilà pourquoi le développement logiciel, le modèle qu'on choisit dépend du contexte. Dépend du contexte du projet et des caractéristiques du produit. Vous voyez, vous n'allez pas choisir une méthode en cascade ou bien plutôt une méthode itérative si vous savez que les personnes ne sont pas disponibles. Parce que pour mettre en place une méthode itérative, cela implique beaucoup d'interactions entre les clients finaux et l'équipe de développement. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Quel est l'objectif du projet? Est-ce que c'est pour déployer le logiciel à une équipe spécifique, à une entreprise spécifique, ou bien à un public large? Vous voyez? Tout cela, ça va déterminer le choix du modèle de cycle de vie de développement logiciel. Donc, l'objectif du projet, le type de produit développé. Si on développe des produits critiques et si on développe un site internet de jeux en ligne, vous voyez que ce n'est pas la même criticité, ce n'est pas le même type de produit. La manière de tester, le modèle qui va être pris en compte pour le développement de l'application peuvent être différents. Il y a aussi les priorités du métier. Est-ce qu'on veut que certaines fonctionnalités soient livrées très tôt? Quelle est l'urgence que nous avons par rapport au projet? Et quels sont les risques produits et les risques projets que nous avons? Donc, c'est important de considérer toutes ces caractéristiques-là pour pouvoir décider quel est le développement, quelle est la méthode de développement nous allons mettre en place dans nos projets. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de la partie 2.1. Donc, pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je donne rendez-vous dans la prochaine section. Nous allons voir les niveaux de test.